Bonjour à tous. Merci, bienvenue et merci d'être si nombreux. On m'entend bien là, oui, tout va bien. Merci d'être venus si nombreux, hein. La salle est complète. Bon, j'espère qu'elle est complète. En tout cas, pour cette nouvelle étape dans notre semaine consacrée à Oliver Stone et dans ce grand cycle, Le Monde est Stone, qui fait le portrait de l'Amérique en 80 films, à travers les yeux et à travers les films et à travers aussi la biographie d'Oliver Stone. Et donc, c'est un peu ce parcours que l'on va faire aujourd'hui, en essayant non pas d'aller vite, parce qu'il y a tellement de choses à dire, à voir avec Oliver Stone, qu'on espère que vous serez heureux de ce moment que vous allez passer en sa compagnie. Et donc, on peut l'accueillir tout de suite, Monsieur Oliver Stone. Alors Oliver, merci encore en tout cas d'avoir accepté cette invitation du Forum des images pour passer une semaine épuisante avec nous, parce qu'on n'arrête pas de vous demander d'aller par ici et là, et surtout de vous replonger vous-même dans votre œuvre. Il y a de belles copies, il y a des copies en 35 mm qui parfois ne sont pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, et c'est bien normal, et c'est ce dont on va parler ici aussi, de votre style, de votre vision en tout cas du cinéma. Donc pour simplement faire un panorama avant de voir un premier extrait tout de suite en guise d'introduction, on va voir ça. Vous êtes l'auteur de 20 longs métrages de cinéma depuis Seizure, on le prononce comme ça? Seizure, oui, qui était la Reine du Mal. Il y a eu une traduction en français. C'est La Reine du Mal original, ça c'est le titre. C'était Ouais. un cauchemar que j'ai eu, j'ai écrit très vite, avant que j'ai oublié le cauchemar. Et Queen of Evil, c'était le nom. Sauf Queen of que Evil. quand on a fait le film, ça a devenu tellement de cauchemar de faire le film. On va changer de Ils ont- titre. C'était en Canada français, alors ils avaient toutes les lois napoléoniques. Alors le chef de la photographie a volé le film de moi presque. Il l'a gardé dans son bureau. Et moi, j'ai fait un seizure, ça s'appelle quand tu envoies un policier avec le bailiff pour reprendre possession du workprint que j'avais besoin de retourner aux États-Unis. Et ça Alors, reste le ça, titre. c'est pourquoi j'ai changé le nom à seizure. Mais c'est aussi un attaque au cœur en anglais. Donc c'était votre premier long métrage, on va voir ça, et jusqu'à Snowden en 2016, donc 20 longs métrages, une dizaine de documentaires, on peut citer Looking for Fidel, mon ami, Untold History. oui, Il dit-le en français. le- Untold History of the c'est United States. une autre histoire de l'Amérique, c'est ça? Autre histoire. Une autre histoire de l'Amérique, donc le documentaire en Ça, 10 c'est le épisodes plus que vous pouvez ambitieux. voir en salle des collections ici, et votre dernier, dont on parlera également, Conversation avec Monsieur Poutine, en français, donc votre dernier documentaire et dernier titre. Voilà, vous êtes également, bien sûr, scénariste, on va en parler. Vous avez d'abord connu le succès à travers vos films en tant que scénariste, Midnight Express en 78, Conan le Barbare, ça j'aimerais bien qu'on parle de Conan le Barbare un moment, Scarface en 83, L'année du dragon en 85, réalisé par Michael Cimino. Vous êtes également producteur, on le souligne, il faut le souligner, on ne le dit pas assez, notamment de Blue Steel, le troisième film de Catherine Bigelow en 90. Blue Steel. Ah, yeah. It was a good film. Très bon film avec Jamie Lee Curtis, un polar. Reversal of Fortune. Reversal of Fortune with Jeremy Irons Maybe. and Glenn Close. Yes. Et aussi Larry Flint. Larry Flint, voilà. Et le Mr. Von Below, en anglais, le Mr. Von Below, de Barbara Schroeder. Il a gagné un Oscar pour Irons. Jeremy Irons a eu Oui, l'Oscar pour Jeremy ça. Irons, oui. Et justement, vous-même, vous avez eu aussi 3 Oscars. C'était pour compléter ce panorama. Donc, en tant que scénariste, Toujours 3 de chacun. 3 de guerre, trois- 3 de 3 films de guerre président et 3 de criminel. et 3 Oscars. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc, pour Platoon, pour Midnight Express et pour Né un 4 juillet, meilleur réalisateur. Mais pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, et notamment de votre propre biographie, on va regarder un premier extrait. On peut s'installer. Voilà. Donc, extrait numéro 1, s'il vous plaît.
You remember Achilles? He's my favorite. Ouais. Because he loved Patroclus and avenged his death. And his fate? That he must die young, but with great glory. Did he have a choice? Oh, yes. To live a long life, but there would be no glory. You dream of glory, Alexander. Your mother encourages you. There's no glory without suffering, and this she will not allow. One day I'll be on walls like these. Prometheus stole the secret of fire and gave it to man. It made Zeus so angry. He chained Prometheus to a rock in the great Caucasus. And each day, his eagle pecked out the poor man's liver. Each night it grew back again, so that it could be eaten the next day. Miserable fate. Why? Who knows these things? Anyway. Oedipus tore out his eyes. He found out, murdered his father, and married his mother. Knowledge that came too late. Medea, she slaughtered her 2 children in vengeance, and Jason left her for a younger wife. Vous aurez tous reconnu donc Alexandre, qu'on pourra voir demain dans sa Ultimate Cut, parce qu'il y a plusieurs donc dans la version que Oliver défend et a souhaité présenter ici. Et donc c'était simplement de cet extrait en guise d'introduction pour déjà présenter un film peut-être dont on parle moins, Alexandre, et surtout parce qu'on va essayer de faire ce même travail d'avancer en flambeau à travers votre œuvre. Et ce qui m'intéresse aussi dans cet extrait, c'est le père, évidemment, Val Kilmer, qui présente à son enfant les mythes, les différentes images. Et moi, ma question serait justement, quelles sont les premières images, les images primitives qui vous ont marqué, peut-être lors de votre enfance, pas forcément des images de cinéma, mais... oui. Oui, sortant de ma mère. Oui. En fin de compte, je dis la vérité, c'est les images nues de ma mère. de l'âge de 6 ans, 5 ans, je ne sais pas. On veut tous... J'avais une mère française, qu'elle était toujours nue. Elle était... Ça commence bien. Dans la douche, dans la toilette. Ma mère, elle était naturelle. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ça, c'était fort comme impression. Et ses amis aussi étaient nus. J'ai vu ma mère m'a emmené dans une plage nudiste à l'âge de 16 ans. À Saint-Tropez. Ouais. Les gens sortaient des trous là dans le... Bonjour, comment ça va? Il y avait des belles filles aussi. Alors moi, j'ai 16 ans, tu sais, je peux pas... Je vois que la masterclass est passée sur un très haut niveau. You can speak in English if you... Yes, I'm speaking in English. And in I'm the speaking in English, yes. Oui, c'est beaucoup plus facile de m'exprimer en anglais. Et les premières images, donc il y a la nudité peut-être qui vous frappe en tant que... Ma mère. La mère, ça c'est... Oui, je ne suis pas le docteur Freud. Hein, it's an animal thing. C'est un instinct presque animal. Hein. Je ne vous raconte pas de conneries, je ne vous mens pas. Je ne me rappelle pas beaucoup plus que cela. Je sais que les femmes joue un rôle important dans la psychologie des hommes et la relation qu'on peut avoir avec sa mère. D'ailleurs, je le vois dans Alexandre. Ça aurait été bien de montrer la fin de cet extrait parce qu'il se passe pas mal de choses dans ce concept de mythologie qui est présenté dans l'extrait. L'idée chez Alexandre, c'est qu'il entend tous ces mythes quand il est enfant, il y croit, il les prend pour argent comptant, il les croit du fond du cœur et il se dit ce ne sont pas des mythes. Et quand on voit Aristote, il est pourquoi continuons à croire en ces mythes, à les transmettre de génération en génération, à moins que quelque chose d'authentique, de primitif se soit passé à l'origine et qui justifie ces images. Alors, les Grecs sont fous. Vous avez les mères qui tuent leurs enfants ou qui font l'amour avec leurs propres enfants, les enfants qui se vengent sur leurs parents. Enfin, il y a
tellement de passion dans la mythologie et dans la dramaturgie de la Grèce antique. On voit qu'il y avait vraiment une répression qui se défoulait à travers le meurtre. Quand le père d'Alexandre est assassiné de manière très brutale et soudaine, c'était Alexandre qui était accusé. Et ça, c'était un événement sanglant qui l'a affecté, qu'il se sentait très coupable et il lui a fallu une vie entière pour finalement protéger son honneur, parce qu'en fait, il n'avait pas tué son père, mais beaucoup le croyaient. Et on pensait que sa mère était associée à ce patricide. Et c'est un mythe, là encore. Et en fait, sa mère lui dit à la fin du film, tu as dépassé le mythe. Tout ce que Achille était, tu as fait plus que cela. Parce que quand on pense à ce qu'a réalisé Achille et ce qu'a fait Alexandre, Alexandre a dépassé le modèle d'Achille. Mais c'est ce qu'on voit, c'est la leçon du film. Pour pouvoir atteindre cette grandeur, on peut le faire, mais le coût est très élevé. Et il l'est notamment pour Alexandre. S'il n'y avait pas eu les mythes, il ne serait pas allé conquérir l'Orient et faire ce qu'il avait fait. Et dans cet extrait, on voit donc les mythes, évidemment, mais ce qui est intéressant et que l'on retrouve dans beaucoup de vos films, dans beaucoup d'ouvertures d'ailleurs de vos films, c'est ce rapport au regard de l'enfant. Simplement, souvent, il y a un enfant traumatisé par une image, et de là va partir la fiction, ou en tout cas une image que vous allez travailler. Si vous avez besoin d'une traduction, d'ailleurs, je précise que vous avez la petite traduction. Si jamais je dis des choses trop franchise, trop françaises, trop compliquées, ça m'arrive. Dans les Doors, on a cette scène avec le jeune Jim Morrison qui est donc traumatisé par l'image d'un accident et d'un Indien qui va le hanter dans la suite du film. C'est la même chose dans Né un 4 juillet, ça s'ouvre avec le regard d'un enfant. Et alors je découvre l'ouverture, la parade avec l'enfant sur les épaules et qui va voir simplement... Voilà, et la palade revient à la fin. Donc il y a toujours cette ouverture avec un regard d'enfant et une image primitive. Et ce qui est très beau, c'est dans votre tout premier film, donc long métrage en tout cas, dont on parlait tout à l'heure. Alors moi je connaissais pas ce film, je vous conseille si vous pouvez le découvrir. Seizure, j'arriverai pas à le dire, mais et donc la toute première scène que vous tournez en long métrage, si vous vous souvenez, c'est simplement un enfant, un garçon qui vient réveiller son père. Le matin, et qui se réveille d'un cauchemar. Et donc là, on a tout, quasiment, votre cinéma, sans exagérer. Mais en tout cas, simplement cet enfant qui va venir réveiller quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Et ça, on a l'impression que le cinéma, votre cinéma, naît aussi de ça. Donc, vous êtes très prescient, Fabien. Très prescient, ça se voit que vous avez pensé. Il n'y a pas... Listen, I'm much better reception here. Je reçois un bien meilleur accueil ici en France qu'en Amérique. Les choses sont difficiles pour moi en Amérique. C'est comme si j'étais un exilé dans mon propre pays. Mais ici, c'est vraiment un accueil particulier et j'apprécie énormément ce que vous faites. C'est quelque chose qui me touche. Je ne vais pas fondre en larmes, mais croyez-moi, je suis vraiment très heureux, très touché par l'accueil très profond que vous me réservez. C'est-à-dire que dans les films d'horreur que j'ai faits, c'est effectivement le même thème, c'est-à-dire que vous avez le protagoniste, le personnage principal qui crée finalement son cauchemar, qui devient vrai, qui se concrétise, c'est-à-dire que nos pensées, nos destinées sont en quelque sorte déterminées par nos pensées. Et moi, je n'ai pas eu beaucoup de succès en tant que réalisateur de films d'horreur, ces films n'ont pas très bien marché, mais j'avais travaillé avec Brian De Palma sur Scarface, et j'ai suivi Brian de près. C'est un homme très froid, il faut cette distance. Pareil pour Hitchcock, c'était un homme qui avait cette distance. Et pour pouvoir donc, percer le troisième œil, celui du spectateur, c'est ça la démarche du film d'horreur. Et il faut un certain sadisme que je n'avais pas en moi. Mais bien que ce soit des éléments, enfin c'est du matériau pour ainsi dire brutal, je n'ai pas, si vous voulez, la fibre brutale. Le film d'horreur est censé punir le public. Et si on fait un petit flashback pour parler un petit peu aussi de votre enfance, peut-être de vos parents, et à quel moment la passion de l'écriture, je sais que la passion de l'écriture, plutôt que peut-être des images de cinéma, en tout cas, c'est votre première passion, et c'est votre père, Louis Louston, qui vous a transmis ça. C'était pas une passion. Bien souvent, mon père écrivait lui-même.
Enfin, il était économiste et il écrivait des articles d'économie de manière très lucide, très précise pour un cabinet de Wall Street. Et ces articles étaient traduits en une quinzaine de langues et il me payait 25 centimes par article pour écrire un petit papier sur un thème donné. Et je voulais gagner l'argent. Mais moi, donc, j'écrivais les histoires qui me commandaient et puis et j'écrivais ces histoires pour les 25 cents. Il faut savoir qu'avec les 25 cents, je pouvais aller dans la boutique de bande dessinée, m'acheter des bandes dessinées pour 15 cents et avec 10 cents, j'avais de quoi m'acheter des bonbons. Mais ensuite, j'ai commencé à écrire en dehors de l'école et c'est là que je dis peut-être que papa avait raison. C'était une façon à travers l'écriture d'exorciser les émotions, les passions, et même la dépression. Hein. C'est ce que disait Truffaut. Il allait au cinéma quand il était petit. Moi, je trouvais refuge dans l'écriture pour fuir la réalité. L'écriture et la lecture également. Non, je n'ai pas lu autant que j'aurais voulu. D'ailleurs, même maintenant, je ne trouve pas le temps de lire autant que je voudrais. Mais oui, je lisais quand même un peu, mais pas suffisamment, pas suffisamment. Je ne me suis pas donné une vraie éducation, notamment en histoire, avec Peter Kosnick pour l'histoire des États-Unis. C'était en 2008, de 2008 à 2013. Nous avons travaillé ensemble et c'est avec ces étudiants que je suis retourné à apprendre l'histoire de l'Amérique. Et vous entrez tout de même à Yale, c'est ça? Et c'est là, je crois, un moment où vous fréquentez aussi, par exemple, George W. Bush. C'est là, enfin, vous fréquentez, je veux dire, il est de votre génération. Let me put it this way. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il m'a rappelé qu'il était dans sa classe parce que lorsqu'il était candidat à la présidence, mais il y avait pas mal de gens comme lui. Hein, c'est un certain type quand même qu'on rencontrait. C'était un Américain de deuxième génération. Disons, en tant qu'étudiant à Yale, moi aussi j'étais de la deuxième génération. Mon père était aussi allé à Yale, mais lui, il avait beaucoup d'argent. Et enfin, lui, il y avait 3 générations, mais la famille avait donné de l'argent à l'université et il faisait partie de cette élite. Et il était très ostentatoire. Il s'inquiétait pas sur son avenir. Il faut voir le film W pour comprendre son attitude de cow-boy, de frimeur. Vous mettez en scène cet épisode de Yale un petit peu au début de W, l'improbable président en français. I wasn't comfortable with Et je dois dire que quand j'ai quitté Yale, j'étais mal à l'aise. Je suis retourné, je suis reparti au milieu de la 2e année. Donc j'ai quitté 2 fois et après j'ai été expulsé de Yale. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que mes camarades de classe, enfin, moi j'avais été au pensionnat pendant 4 ans. Le pensionnat c'était dur, bien plus dur. Enfin, c'est comme un pensionnat à l'anglaise où il y avait pas des châtiments corporels, mais enfin, on vous fait travailler dur. Et pour moi, c'était un véritable enseignement, une leçon de vie, puisqu'on apprend la discipline que j'ai découverte à ce moment-là. Que j'ai découvert plus tard dans la vie. Mais à l'école, j'ai compris qu'il fallait vraiment maintenir un sens, une certaine discipline. Comment le dire? Il faut se punir soi-même, hein, ou bien il faut se faire punir pour comprendre la douleur de la punition peut apporter une certaine force, un certain courage. Mais donc, en pensionnat, j'étais malheureux pendant 4 ans. Mais lorsque je suis sorti du pensionnat et que je suis arrivé donc à Yale, grâce à mes propres efforts, j'étais épuisé. Enfin, j'étais littéralement épuisé. J'étais à bout de nerfs. Je ne me sentais pas moi-même. Et j'ai quitté Yale parce que j'arrivais plus à tenir. Et j'avais pas envie de recommencer la même chose pendant 4 ans. Et puis, il n'y avait pas de filles à l'époque. Hein, à Yale. C'était pas mieux. Les rencontres avec le sexe opposé étaient extrêmement rigides. C'était vraiment un univers masculin, hyper masculin, très compétitif. J'ai quitté cela et puis j'ai trouvé une autre destinée complètement différente au Vietnam. Et effectivement, j'ai revu Bush des années plus tard et je me suis dit, quel imbécile! Il a vraiment foutu la merde dans le monde entier et c'était un abruti.
il était dans ma classe, mais on dit que c'était un grand dirigeant, un grand leader. Mais non, il a dit voilà, on va faire la guerre au monde entier et ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Alors c'était un choix complètement binaire. C'était ça, sa mentalité, une mentalité qui peut effectivement déchaîner les foules. C'est beaucoup plus difficile de dire au monde bah, attendez, on se calme, on essaye de voir qui est le coupable. Bon, hein, ça vient pas d'Irak, c'était pas les talibans. Il y avait une 150aine de gens en Afghanistan. C'était ça qui nous cherchait. Bon, enfin, il ne faisait pas usage de la raison. Or, il faut faire usage de la raison pour être un chef. Mais dans votre film consacré Logos. et dans W, donc qui date de 2008, je sais plus. It's D-U-B-Y-A is the real expression. Dabia, c'est la façon de dire W. W, on dit Dabia, parce que son père c'était George Bush et le fils c'est George W. Bush, W. Bush. Mais dans votre film, vous le décrivez comme un idiot, ou en tout cas comme un dirigeant qui n'arrive pas à avoir, qui n'est pas à la hauteur de sa fonction. Mais dans votre film, on ne sent pas, on le voit évidemment dans ses travers, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'empathie. Vous avez beaucoup d'empathie pour... People liked him. Les gens l'aimaient bien. C'était un homme qui était assez agréable, assez charmant. Il se souvenait de votre nom, il vous serrait la main. Il avait de ce côté-là un côté très, très authentique. Et dans le film, il y avait beaucoup de choses artificielles. Par exemple, il s'est acheté un ranch au Texas pour être quelqu'un un peu comme Lyndon Johnson ou Ronald Reagan, où le président Vicente Fox du Mexique se pointe, lui fait cadeau d'un superbe alezan blanc, bon, et le George Bush le regarde. Mais aux yeux de Fox, on voit que Bush non seulement détestait les chevaux, il en avait peur. C'était pas du tout un cow-boy. C'était une image complètement montée de toutes pièces. Et c'était ça le problème de Bush. Hein. C'était un mauvais étudiant, un faux étudiant, un faux pilote, un faux cow-boy, un faux tout, et un faux président. Mais dans W, He's a nice guy. Il pouvait être sympa à sa façon. Donc on se fait élire si on est sympa, et voilà le résultat. Non, je ne dis plus rien. mais ce qui vous intéresse justement, c'est et dans plusieurs de vos films, notamment consacrés à des figures de pouvoir ou de président, c'est toujours la tragédie d'un fils. Pardon si je vais, mais c'est toujours vous filmez Bush comme quelqu'un de hanté complètement par la figure de George Bush aîné. Nixon aussi a ses rapports dans votre film, en tout cas hanté par les figures paternelles. Platoon que vous faites en 80. Et sa mère qui est décrite comme une sainte, mais donc voilà, c'est ce qui vous intéresse plus. C'était pas tant est-ce que c'était l'homme de pouvoir ou c'était la tragédie d'un fils face à un pouvoir qui finalement il n'avait pas pour les bonnes raisons. I'm not sure I can answer that quite the way. Alors, je ne vais peut-être pas vous répondre à la question comme vous le souhaiteriez. Il faut savoir que George W. Bush était le deuxième fils. Jeb était le gouverneur de Floride et la famille préférait que ce soit Jeb qui l'en prenne. Il y avait une histoire de complexe d'infériorité par rapport à Jeb. Toujours est-il que lorsque George W. Bush est arrivé au pouvoir, je crois que ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait prouver quelque chose à son père pour obtenir l'approbation, l'attention de son père. Et en terminant l'affaire irakienne, en se débarrassant de Saddam Hussein, il avait l'impression qu'il faisait un cadeau à son père. Et comme dans la tragédie grecque, c'est pas le cadeau qu'il fallait faire. C'était une catastrophe absolue puisque il y a 500 000 Irakiens qui ont trouvé la mort. C'est une espèce de guerre de Troie de 12 ans, comme au Vietnam, qui n'en finit pas. C'est ça qui donne à son père. Et le père, qui est encore en vie, se rend compte que son fils a vraiment semé la zizanie, sans oublier qu'évidemment, il a complètement compromis les chances de Jeb de se faire élire. Et puis, évidemment, Trump n'a pas arrangé les choses en disant que Jeb Bush était un low energy, qu'il n'avait pas d'énergie et qu'il n'avait pas le profil pour être président. Et si on revient un peu en arrière, justement, vous parliez tout à l'heure de blessures qu'on doit en tout cas même souffrir pour
avoir courage et pour grandir un petit peu. Et vous avez déclaré un jour que tous vos personnages, en tout cas ceux que dans vos premiers scénarios, sont des personnages fracturés, torturés. Vous partez d'une blessure. Et donc, évidemment, dans la vie Tu de as vu tout- le. You Oui. remember the image? Oui. It struck me again. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image de la flèche dans l'œil, hein, cette image très très forte d'Oedipe qui s'automutile, les cavernes, là, la grotte. Alors ça, on ne sait pas s'il y avait vraiment une grotte où ces fresques étaient présentes, mais enfin c'est une scène qui a été reconstituée ou recréée, mais il faut pas, on y représente Achille qui se fait tuer parce que, de même que Alexandre meurt, bon, on sent que il sait que la fin est proche. Et pareil pour la mort d'Achille. Il y a ce lien entre la mythologie et sa propre vie. Vous vous rappelez les légions de Thèbes où il y avait toujours un jeune et un ancien qui sont toujours liés par souvent un attachement homosexuel d'ailleurs. Et au-delà d'Alexandre, tous les personnages, beaucoup de personnages que vous avez créés, écrits pour d'autres, pour vous, ont une fracture qu'ils doivent, négocier. Et vous-même, vous avez, comme tout homme, Yeah. des traumas, en tout cas des blessures. Bien sûr. Le divorce de vos parents ça, à l'âge c'est, de 16 ans, qui est peut-être la première fracture dans votre... This is Donc, the Alexander story for me. Ça, c'était ma propre histoire d'Alexandre, de ma petite, à mon petit niveau, mais un divorce, ça déchire les enfants. J'ai écrit un scénario qui s'appelle Child of Divorce, un enfant du divorce. La plupart des enfants qui connaissent surtout un divorce, surtout à un jeune âge, ils se rendent compte que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer en fait. Ils voient des parents qui n'arrivent pas à rester ensemble. Mes parents ne se disputaient pas devant moi, hein, et ils faisaient ça secrètement en quelque sorte. Et moi, j'étais choqué d'apprendre à l'âge de 16 ans que ma mère avait une relation avec quelqu'un, mon père avec d'autres femmes, et on découvre ça à l'âge de 16 ans parce que j'avais aucune intuition de la chose. J'avais peut-être que des garçons plus sensibles, plus intuitifs l'auraient senti, mais moi j'avais l'impression qu'on m'avait menti, des choses que j'ai découvertes, de nombreuses choses que j'ai découvertes. Alors, quand on parle d'une fracture, justement, c'est précisément comme cette flèche dans l'œil. Hein. Ça a été véritablement une entrave dans toute ma vie. Ça a sapé ma confiance en moi, m'a même donné un complexe d'infériorité en 1962-63. C'était assez rare de divorcer aux États-Unis. Donc, arriver à l'école avec d'autres gamins dont les parents étaient encore mariés, on se sentait on avait l'impression d'être un échec, d'être un raté. Ses parents étaient des ratés. Et à Yale, c'était précisément le fait que je me sentais très malheureux. Mais j'arrivais pas à voir le problème. Je ne savais pas ce qui me tirait vers le bas. Il a fallu. Je n'ai pas beaucoup vu ma mère. Elle avait disparu dans un autre monde et mon père avait sa propre activité. Je suis allé au Vietnam. Et c'est au Vietnam que j'ai tourné une nouvelle page. Je ne connaissais personne. J'étais un étranger par rapport au reste du monde. Et c'est là que j'ai trouvé au Vietnam un autre monde que je n'avais jamais connu jusque-là. Les femmes étaient différentes, c'était la guerre, et il y avait une certaine libération qu'on éprouvait pendant la guerre qu'on ne peut pas ressentir sur la côte est des États-Unis. Donc pendant un certain temps, j'ai fui la civilisation. J'ai parlé de Lord Jim. Vous parlez de lecture, ça c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et les livres de Hemingway, de Norman Mailer, de J.D. Salinger également. Surtout des écrivains hommes, J.P. Donlevy, de Gentleman, Ulysses de James Joyce. Je comprenais, j'ai pas tout compris, mais enfin, c'est un livre remarquable. Et Joyce Carey également, qui a fait un film remarquable un livre qui s'appelait The Horse's Mouth. Et ça, c'était un livre qui m'avait beaucoup, un livre très irlandais. Et donc, vous avez donc ce premier contact, on va dire, avec le mensonge qui va vous... Et Rimbaud. Et Rimbaud, ouais. Pas Rambo, hein, Rimbaud. Pourquoi pas, je ne sais pas. C'était un jeune, il était fou, il était en Éthiopie, il est parti comme ça. En Abyssinie, oui. Et vous partez une première fois au Vietnam, parce que vous nous avez parlé du Vietnam, mais je crois qu'en juin 65, vous allez donner des cours d'abord. Vous êtes un professeur
d'anglais dans une école à Saïgon. Ensuite, vous revenez aux États-Unis. Enfin, vous vous engagez dans la... Non, pas aimé. Non, alors, pendant 2 semestres, j'ai enseigné les maths, l'anglais, l'histoire, la géographie. J'ai enseigné l'anglais à des Vietnamiens qui parlaient l'anglais, des Vietnamiens très, très intelligents. Je crois qu'il y avait 150 élèves, 150 étudiants. Il n'y en a que 5 ou 6 qui n'ont pas réussi. Donc, c'était vraiment des gens qui étaient intelligents et qui voulaient avoir une éducation. Et il y en a que 5 qui ont échoué sur les 150. Au semestre suivant, c'était la deuxième disons, promotion qui est venue. Et l'ancienne promotion s'était pointée dans la même classe. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, l'école m'a expliqué que les parents donnent beaucoup d'argent à l'école. Et donc, les élèves que j'avais eu une année sont revenus l'année suivante. Enfin bon, c'est un système un peu corrompu, mais j'ai compris bien plus tard que la CIA à Taïwan, puisque l'école avait sa base à Taïwan, était associée. La CIA était associée à l'école. Et c'était une école de propagande où on envoyait, disons, on instruisait les Asiatiques pour leur apprendre à... On éduquait les Asiatiques pour leur apprendre à lutter contre le communisme. Very important. Mais à ce moment-là, quel est votre rapport à, on va dire, à l'institution, au gouvernement, à l'idée que vous faites de l'Amérique? Vous avez encore une idée, peut-être héritée oui, de j'avais votre rien. père? I thought Moi, il me semblait que c'était ce qu'il fallait faire. C'était une belle aventure. Rudyard Kipling, qui était allé en Inde. Moi, j'y croyais à tout ça. Mon père avait fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans l'armée française. Et mon grand-père avait fait la Première Guerre mondiale. Donc, moi, bon, ça ne me posait pas de problème. Moyennant quoi, au bout d'un certain temps, ça m'a ennuyé d'être enseignant et j'ai joint la marine marchande, ce qui est d'ailleurs pas évident parce que, quand un marin disparaît, c'est là qu'on le remplace. Et je suis monté à bord. Bon, mais j'étais au grade le plus bas, c'est-à-dire que vous avez vous n'êtes même pas aspirant. Enfin, c'est tout en bas de l'échelle. On est sale toute la journée. Enfin, j'étais donc marin dans la marine marchande. Et puis une fois, on avait traversé le Pacifique en hiver. C'était un sacré voyage. Après, j'ai été syndiqué et donc je pouvais, en tant que membre officiel de la marine marchande, gagner ma vie aux États-Unis. Et c'est là que j'ai commencé à écrire seul, de manière indépendante. Et c'est à ce moment-là que vous commencez donc à écrire I wrote a book. Yeah. A Child's Very Night ambitious. Dream, c'est ça? Oui. Right away, I wrote a book. I said, "This is great. I'm great." Oui, j'ai écrit un livre. J'ai dit voilà, c'est génial. Quand on est jeune, je crois qu'il faut avoir une certaine confiance en soi pour faire des choses comme ça. Je voulais être le nouveau Joseph Conrad du jour au lendemain. Donc j'ai écrit un premier livre qui était intéressant. Et 30 ans plus tard, je l'ai relu, nettoyé. J'ai pas changé le style ni rien, mais et c'est écrit comme si c'était un gamin de 19 ans qui parlait, qui présentait, qui racontait le monde tel qu'il le voyait. C'était une expérience intéressante. Bon, il y avait des passages qui sont pas, disons, pas très rigoureux, mais enfin, je l'ai nettoyé et puis c'est toujours assez dingue. Vous aviez écrit presque 1400 pages, c'est ça, Oui, manuscrit, au Mexique, oui. et que au Mexique, et 300, que, and finally about 1200 pages, 1500 pages. et que refusé par les éditeurs, ça vous a une nouvelle Ça fois. m'a cassé. ouais, Ça ouais. m'a cassé. Je me croyais the next Norman Mailer. Norman Mailer, 30 years later, read it as a favor, and he really gave me tremendous compliments on it. He said, "You could have been a great novelist, but maybe it was meant to be that it didn't work. I went to the army because I wanted to kill myself, basically. I didn't want to be a writer. I didn't want to have anything to do with me. I hated the concept of talking." De parler de moi-même finalement ne me plaisait pas. Je voulais être anonyme, je voulais être un soldat anonyme, je voulais être au niveau le plus bas possible de l'armée et puis si je venais à mourir, alors tel était mon destin. C'était une expérience intéressante pour moi. J'en parle un petit peu dans le film Platoon. Immédiatement, le personnage, dès la première semaine, comprend ça tout de suite. Il écrit à sa grand-mère, parce que moi d'ailleurs, je n'écrivais pas à ma mère à ce moment-là. C'est pour ça que le personnage écrit à sa grand-mère. Votre grand-mère en France, votre Ma grand-mère. grand-mère en France, oui. Oui. Je l'écrivais du Vietnam parce que D'accord. j'étais très direct avec elle. C'était une bonne femme. She stayed with my grandpa. Elle est restée avec mon grand-père pendant une 50aine d'années. On va justement voir un extrait, un deuxième extrait. Alors pour gagner du temps un petit peu, on va voir 2 extraits consécutifs. Je ne vous dis pas de quel film. Donc on va voir, vous avez deviné pour le premier, ça sera Platoon pour avancer.
et vous verrez le deuxième. Donc avec extrait numéro 2 et extrait numéro 3, s'il vous plaît. Et après, on continue notre conversation. On verra. Of course, Mom and Dad didn't want me to come here. They wanted me to be just like them. Respectable, hardworking, a little house, a family. They drove me crazy with their goddamn world, Grandma. You know, Mom. I guess having always been sheltered and special, I just want to be anonymous, like everybody else. Do my share for my country. Live up to what Grandpa did in the first war, and Dad did in the second. Well, here I am, anonymous, all right. With guys nobody really cares about. They come from the end of the line, most of them. Small towns you never heard of. Pulaski, Tennessee. Brandon, Mississippi. Pork Bend, Utah. Wampum, Pennsylvania. 2 years high school's about it. Maybe if they're lucky, a job waiting for them back in a factory. But most of them got nothing. They're poor. They're the unwanted. Yet they're fighting for our society and our freedom. It's weird, isn't it? At the bottom of the barrel, and they know it. Maybe that's why they call themselves grunts. Because a grunt can take it. Can take anything. They're the best I've ever seen, Grandma. The heart and soul. What are we gonna do now? Fuck them. Yeah, sure. How are we gonna get out of here? Fuck them all. Fuck the horse. Fuck the cab drivers. Fuck Mexico. Fuck Nixon. Fuck Vietnam. Fuck them all. Yeah, Charlie, but how are we gonna get out of here? They made me kill babies, man. Little goop babies. You ever have to kill a baby? Yeah. Okay, come on. We'll get a ride. We gotta get back to the villa. Fuck you! Gotta get back to the villa. What do you mean, okay? What do you mean, okay? You ever have to kill a baby? You ever have to kill a little goop baby? What the fuck do you know what I did? I didn't think so. I didn't think so. You're full of shit. No, you are. The fuck? Leave me the fuck alone. You're nuts, you know that? You're nuts. The fucking sun is going down. What do you know what the fuck comes out here at night? We gotta get out of here. Don't shit me, Colvin. You never killed a baby. You never had to kill a baby because you never put your soul into that war. You never put your soul on the line, How man. do you know? How the fuck do you know? Maybe I killed babies. Maybe I killed more babies than you did, you fuck! Maybe I killed a whole bunch of babies, but I don't talk about it. I don't have to talk about it. Why not? Why the fuck not? What are you hiding? What are you, better than anybody else? You a hero? Is that what you are? Maybe you got a whole bunch of fucking medals, but deep down, you know you're full of shit. You never fought that war. You weren't even there, man. What the fuck do you mean I wasn't there, man? What do you mean? Come on, hero, come clean. Why should I? What the fuck are you hiding? I'm not hiding nothing. You're the one that's hiding down here in Mexico. You're the one that's hiding. What are you hiding from, you whiny fuck? Don't shit me. You never killed a baby, anybody, anything, did you, Kovic? Did you? Did you? Did you? Did you? You ever look at yourself in the fucking mirror? Did you? Fuck you. You? No. You. Fuck you. No, fuck you! Fuck. Shit. Fucking get off. Get off me, you fucking. Fuck. Hola, señores. ¿Qué pasa aquí? We need a ride. Vous avez reconnu Platoon, 1986, donc le film qui relate en partie votre expérience du Vietnam. Et je voulais qu'on voit aussi une scène peut-être moins tendue de Né un 4 juillet, donc qui fait partie de la trilogie que vous allez tirer de votre expérience du Vietnam, avec ensuite en 93 Entre ciel et terre, Heaven and Earth. À la fin, donc vous parliez de votre grand-mère à qui le personnage de Charlie Sheen s'adresse dans ses lettres.
Et à la fin de Platoon, donc vous revenez vous-même du Vietnam en 68, certainement vous perdez vos illusions, en tout cas le début de vos illusions. Et à la fin de Platoon, le personnage dit simplement « Oui, on a vécu ça, nous avons été marqués, mais nous avons aussi un devoir. C'est une obligation, c'est de reconstruire quelque chose, de raconter ça, de dire ce que nous avons vécu et de reconstruire quelque chose et ne de pas être défaitiste. » Et on pourrait considérer que ces films-là, en tout cas cette trilogie et peut-être tous vos autres films, c'est votre manière à vous de reconstruire quelque chose après le Vietnam. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? I don't know any other reason. Ben oui, écoutez, pour moi, il n'y a pas vraiment d'autres raisons, d'autres façons de survivre à des choses aussi horribles. Il faut en être le témoin. Si vous avez été, par exemple, dans un camp de concentration, comme de nombreuses personnes l'ont été, et si vous avez été les témoins de ce qui s'est passé, alors vous avez le devoir, l'obligation même de raconter ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour les morts, pour que leur mémoire continue de vivre, pour que ces personnes qui sont mortes au Vietnam, par exemple, dans cette guerre stupide, sans intérêt, comme la plupart des guerres d'ailleurs, il faut leur rendre leur honneur et leur accorder le respect qui leur est dû en racontant la vérité. Et aux États-Unis, on ne vous autorise pas à faire ça. Les corps en Irak, par exemple, on ne peut même pas les prendre en photographie. Et les causes de décès, on ne l'explique jamais. Moi, quand j'étais soldat, je savais très bien que 20% des décès sont à cause de nos propres grenades ou des tirs. C'est très difficile quand vous êtes dans la jungle en pleine nuit de viser seulement l'ennemi. Et 20% des décès sont à cause de nos propres munitions. D'ailleurs, à la fin de l'improbable président, on voit W. Bush qui parle à une famille dont l'enfant est décédé. Il se sent presque obligé de dire que c'est de ma faute, c'est de sa faute à lui si cet enfant-là est mort. Et quand on est dans cette situation, on peut imaginer la culpabilité qu'il habite. Il a essayé de l'expliquer à ses officiers que c'est lui qui avait tué ce garçon, mais les officiers n'ont pas accepté ce rapport. Ils ne voulaient pas que ça crée des problèmes. La plupart des batailles sont de toute façon très compliquées et très... Et puis bon, pour ce qui est de la scène sur les bébés, il y a au début du film, Ron, on voit qu'il y a une bombe qui fait exploser un village où on tuait des civils. C'est ce qui se passait très souvent, parfois par erreur, et c'est ce qu'il a vu. Il a vu des nouveau-nés morts, et c'est quelque chose qui l'a marqué profondément. Et c'est une guerre qui était complètement perverse, et évidemment, le jour où il tombe dans cette embuscade en 68, où il est blessé, il est blessé, il se relève pourtant, et il l'écrit d'ailleurs dans ce livre. Il continue à tirer, et c'est là qu'il reçoit une seconde balle qui brise sa colonne vertébrale, et qui signifie que voilà, pour le reste de sa vie, il ne marchera plus jamais, il n'aura plus jamais la moindre érection. Et c'est un homme qui maintenant vit en Californie, il a 71 ans, et pourtant il fait la musculation tous les jours. Enfin, le voir se lever et voir sa détermination, c'est incroyable. C'est difficile d'avoir cette détermination quand on est en fauteuil roulant pendant tant d'années. Donc c'est vraiment incroyable. C'est quelqu'un qui a pris cette mission vraiment très au sérieux. Pendant la guerre en Irak, il s'est rendu dans toutes les universités pour protester, pour faire entendre sa voix. Il a été arrêté d'ailleurs à de nombreuses reprises. Alors que moi, ce n'est pas pareil. Je suis revenu avec des désillusions. Certes, mon père était conservateur, républicain. Alors au début, j'y croyais. Et puis à mon retour, nettement moins. Et je me suis rendu compte assez rapidement que les choses n'étaient pas tout à fait comme ce à quoi je m'attendais. Et aller à l'école à New York, pour moi, ça a été très important. Parce qu'il y a plein de personnes extrêmement intelligentes à New York. On rencontre plein de gens intéressants. Et c'est là que j'ai commencé à discuter avec des femmes pour de vrai. Et c'était
intéressant de voir le point de vue des femmes sur cette guerre. Et c'est beaucoup de femmes d'ailleurs qui m'ont montré la voie par leur manifestation, par leur position contre la guerre. Donc petit à petit, j'ai réussi à comprendre ce que j'avais vécu. Et en 75, j'ai commencé à écrire. Donc, toute cette période où vous revenez aux États-Unis, où c'est une période de contestation, où vous êtes complètement perdu et déconnecté de ça, vous n'êtes pas forcément dans la contestation en tout cas. Et donc c'est une période, on va dire, 63 jusqu'à 74, le Watergate, depuis l'assassinat de JFK jusqu'à Watergate, c'est une période qui va devenir centrale dans votre œuvre, ensuite, dans tous vos films, c'est dans 63 jusqu'à 74. Et donc, on est obligé d'aller un peu plus vite, mais c'est vrai que tout de suite après votre retour... le Watergate, simplement. Le scandale du Watergate, voilà. Qui va être un petit peu la décennie que vous allez traiter dans beaucoup de vos films, hors champ ou de manière très directe. 1970s was a period of great revision. Les années 70, c'est vrai qu'il y a beaucoup de révisions qui ont été réalisées pendant les manifestations. Ce sont ces manifestations finalement qui ont mis un terme à la guerre au Vietnam. C'est la rue qui a gagné. Et l'armée et les médias ne l'ont jamais vraiment tout à fait pardonné. Enfin bon, dans les 70, il faut bien voir que les États-Unis étaient vivants, étaient très actifs. Et le sénateur Church, et donc le comité qui les présidait, a mené l'enquête avec la CIA. Et c'est là qu'on a vu pour la première fois tout ce que la CIA avait commis. Et c'était assez atroce. On avait mené des guerres dans de très nombreux pays, bon, en France évidemment, mais dans le monde entier. Alors, je vexais personne, mais Dallas, qui était à l'époque directeur de la CIA, voulait que Charles de Gaulle meure. Donc, beaucoup de choses complètement atroces sont ressorties de cette enquête. Et si les Américains le savaient, alors ils se débarrasseraient de la CIA immédiatement, parce que c'est l'organisation la plus corrompue que j'ai jamais vue de ma vie dans le monde. C'est une mafia. C'est assez incroyable. America was going this change. Donc l'Amérique était en train de changer, on le ressentait tous. Et puis Jimmy Carter incarnait ce changement quand il a été élu en 1976, cette envie de tourner la page et de recommencer de zéro. Mais au bout de 2 ans, comme d'habitude, aux États-Unis, les présidents tombent. Kaczynski, son conseiller, est anti-communiste, anti-russe. C'est le premier Polonais qui va au chapitre à la Maison-Blanche. Et il s'attaque aux Soviétiques en Afghanistan. C'est lui qui voulait la guerre froide, et il l'a eu. Donc, moi, à l'époque, en 80, j'ai voté pour Reagan parce que je pensais que Reagan pouvait relancer l'économie, etc. Reagan avait vraiment mené une très belle campagne. C'est quelqu'un qui était très, très appréciable, un peu comme Bush, peut-être un peu plus intelligent, encore que. Mais Reagan était assez efficace dans sa manière de faire. Pour ce qui est du communisme, à ses yeux, tout le monde était communiste. N'importe qui voulait changer le droit du travail ou la moindre loi sociale était un communiste et était considéré à ses yeux comme un ennemi. Et avec Richard Boyle, quand je suis allé au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, et au Costa Rica et au Guatemala, c'était incroyable. Pour moi, c'était des endroits où je suis retourné. C'était comme le Vietnam, pour moi, une seconde fois. Et puis, en 1974, on était censé, aux États-Unis, envahir le Nicaragua. On était prêt à partir à la guerre pour arrêter les communistes au Nicaragua. Ça aurait été la même chose qu'au Vietnam si la guerre avait eu lieu. Et c'est là que j'ai réalisé, lorsque j'étais au Nicaragua, qu'on venait de passer à côté d'une seconde guerre. Après, il y a le Guatemala, le Salvador, avec toutes les atrocités qui sont passées là-bas. Et c'était la même technique, les mêmes ficelles que pour le Vietnam.
On avait ces mêmes écoles montées par la CIA, puis ensuite la torture, même si ça ne marche jamais, on n'apprend jamais rien, mais il y a beaucoup de gens qui ont été torturés à l'époque en Amérique latine. C'est vraiment une période empreinte de cruauté. J'ai vu des choses affreuses. C'est pareil ailleurs, vous savez, en Afrique, ailleurs. Nous, aux États-Unis, on a une vie relativement confortable, mais il faut qu'on se confronte à la cruauté qu'on impose aux autres. On sent chez vous donc toutes ces... Alors évidemment, sans caricaturer, mais le divorce de vos parents, le Vietnam, le mensonge que vous découvrez à travers les Pentagon Papers et que vous découvrez par vous-même de toute façon en vivant ça directement. Donc ça, c'est ce qui crée un peu la rage que l'on sent en vous, la rage, la colère, et qui va se canaliser, en tout cas petit à petit avec le cinéma. Parce que c'était à la fin des années 60, en tout cas, que vous entrez, alors j'allais dire presque par hasard, à la New York University Film School, où on le sait, vous avez un professeur qui s'appelle Martin Scorsese, qui n'est pas encore le Martin Scorsese qui a fait les films évidemment que l'on connaît, mais qui a aussi une influence sur vous. Et ça me rappelle pour ceux qui ont revu The Doors, il y a simplement alors on est en Californie plutôt, mais il y a une scène où simplement Jim Morrison a également fait une école de cinéma, et vous jouez le professeur de cinéma dans une séquence de The Doors où on voit le film, voilà, et c'est vous qui jouez le professeur, peut-être qui était Martin Scorsese. Donc là, vous découvrez le cinéma et votre envie de faire du cinéma, mais c'est un hasard. C'était pas une... No, I never thought movies were possible for me. Non, mais pour moi, le cinéma, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envie de faire. Ma mère, elle a vu Autant n'emporte le vent 20 fois. Elle m'a emmené le voir 3-4 fois. Mon père aimait beaucoup les films. J'ai vu Sur les quais avec lui. Mais pour moi, travailler dans le cinéma, c'était même pas envisageable. Après la guerre, un ami m'a dit qu'on pouvait aller dans une école et étudier le cinéma. Et je pouvais le faire financer par l'armée. On recevait $7 000 pour les vétérans du Vietnam et que ça pouvait payer les frais de scolarité. Donc, je me suis dit, je peux vraiment aller à l'école de cinéma, regarder des films, et tout ça, c'est payé, c'est gratuit. Et oui, c'est vrai, à l'époque, c'était vrai. Il fallait travailler un peu, évidemment, y mettre du sien. C'était pas une vraie école, mais moi, j'adorais ça. C'était une école où on faisait des travaux pratiques, on faisait du montage. Il y avait Martin Scorsese qui avait un enthousiasme débordant qu'il partageait avec tout le monde, qui était contagieux. Des fois, il fallait rester éveillé toute la nuit pour voir un film. Enfin, Martin Scorsese, en tout cas, lui, passait la nuit à regarder un film et puis ensuite nous le présentait le lendemain. On le voyait d'ailleurs, ses cheveux étaient même pas coiffés. On savait qu'il avait passé la nuit à préparer son cours, mais c'était vraiment une période qui, pour moi, était très enthousiasmante. Et puis, il y a beaucoup de concurrence aussi. La plupart d'entre nous n'ont pas vraiment utilisé le diplôme qu'on a reçu. C'était difficile de se faire une place. Mais moi, j'ai continué à écrire, en tout cas. J'étais un des rares étudiants qui a continué à écrire, parce que moi, j'allais au cours de scénariste et il n'y avait personne, parce que tout le monde a envie de prendre une caméra et faire des images. C'était ce qui plaisait le plus. Finalement, l'écriture, les scénarios, c'était pas ça qui les intéressait. Les documentaires, c'était ça qui les intéressait. Alors, il y a quelques bons films qui sont sortis de cette promotion. Ken Holstom's Diaries, il me semble, ou je me souviens plus exactement du titre. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsque j'étais au Vietnam, j'avais écrit, mais j'avais abandonné. Et c'est impossible de prendre des nonnes au Vietnam. Il y a tout simplement trop d'humidité. C'est pas possible. Le papier mouille immédiatement. Donc l'écriture, il faut oublier ça au Vietnam. Alors parfois, il faisait un peu beau, on pouvait sortir une caméra assez basique et on pouvait, un appareil photo, et on pouvait prendre des photos. Alors, il fallait l'emballer dans la cellophane. Mais j'ai commencé à prendre des photos et j'ai quelques 5000 photos. La plupart ont disparu après la guerre d'ailleurs. Mais ces photos, elles ont ouvert mes yeux sur la beauté du Vietnam. Bernard Fall, d'ailleurs, l'a très bien écrit. Et c'est incroyable de voir les églises qui sont dans la première province du Vietnam
Et la jungle est d'une beauté absolument inouïe. Il y a vraiment un côté très visuel. Alors, quand vous faites partie d'une infanterie, comme dans Platoon par exemple, on regarde partout, à gauche, à droite, il faut voir l'invisible, parce que l'ennemi est caché dans la jungle, il faut écouter, il faut sentir, parce qu'on les sent aussi. On sent les poissons. S'il y a un poisson qui est en train d'être grillé dans une clairière, ce qu'il faisait souvent d'ailleurs pour le petit déjeuner, alors on pouvait le sentir. Et donc, il faut vraiment que tous vos sens soient en éveil pour retrouver l'ennemi. Si vous dormez, ce qui est assez courant finalement, parce qu'on était épuisé, c'est là qu'on est en danger. Et comme dans l'enfer du dimanche, on avance centimètre par centimètre. On avance d'un pas, il pourrait y avoir un piège, il pourrait y avoir une mine. À aucun moment on est en sécurité. Il faut toujours rester éveillé et tous ses sens en éveil. Et c'est ça finalement le cinéma. Si on y réfléchit, la vie, la manière dont on réagit, on prend un morceau de papier, on écrit, ok, pourquoi pas, mais c'est limité. C'est limité parce que votre cerveau, certes, est en activité, mais le reste de vos sens, l'odorat, le toucher et surtout la vue n'est pas sollicité. My mother had good eyes, thank God. Mange des carottes. Elle me disait. And my mother had great vision. Moi, ma mère, elle avait une très bonne vue. Et si on voit bien, c'est sûr que ça aide. And, Donc c'est ce que vous avez essayé de voir Ouais. to see, as a director, to see mistakes. Oui, j'essaye de voir les erreurs, en tout cas, qu'on peut faire en tant que réalisateur. On voit une première prise et instinctivement, on doit être capable de savoir s'il y a quelque chose qui sonne faux. Et ensuite, il faut le verbaliser à un acteur. Et ça, c'est pas facile. J'étais dans une école pour acteurs avec Sonia Moore, qui était à l'époque. Et il y avait beaucoup de professeurs indépendants. Et puis Martin Lindell, qui était un excellent enseignant. C'était un très bon professeur, très pragmatique. Mais avec Martin Scorsese, avec d'autres, j'ai compris ce qu'était le cinéma. J'ai compris qu'il y avait une certaine manière de faire des films, que cadrer un plan, ce n'était pas anodin. Il y avait une manière de faire pour raconter une histoire. Fellini, par exemple, Antonioni, incroyable. C'était les Européens, vraiment. Buñuel, par exemple, bon, espagnol, mais il travaillait en France. Godard, évidemment, Chabrol. Truffaut, j'aimais un petit peu moins. Un peu moins que vous en France, en tout cas, à l'époque. Alors, j'ai vu les grands classiques. Et évidemment, Bergman aussi, un petit peu austère pour nous aux États-Unis. Mais voilà, c'est ça les films qui ont vraiment façonné ma vision du cinéma. Et c'est Martin Scorsese qui nous a permis de voir tous ces films-là. Et puis, il y avait aussi beaucoup de femmes, actrices, réalisatrices, qu'on a découvert à la même époque. Et donc c'est là que vous commencez à toucher à la caméra. En tout cas, vous réalisez vos premiers films. Le premier, Last Year in Vietnam, qui est consacré déjà le premier au Vietnam, dont on a vu quelques images ici, oui, dans le cours que nous a donné Frédéric Bas. Frédéric Bas, que vous avez rencontré, qui a donné un cours ici, et qui est en ligne sur notre site, qui s'appelait Jeunesse d'Oliver Stone, et qui nous montrait quelques images de ce premier film, en tout cas. Et donc c'est là, vous disiez que l'écriture vous prend, et que vous écrivez beaucoup, donc il faut qu'on accélère un petit peu, malheureusement, mais vous réalisez donc le film dont on parlait tout à l'heure, Seizure, je n'y arriverai jamais, Seizure, donc en 73-74, le film ne rencontre pas de succès, ça vous démoralise un petit peu, mais vous continuez d'écrire et d'écrire beaucoup. Et votre premier, en tout cas, grand succès, en tout cas votre révélation publique, c'est le scénario de Midnight Express réalisé par Alan Parker en 78, et qui vous vaut votre premier Oscar et qui vous sort là de l'anonymat, je dois dire. Et sans forcément parler de ce film en particulier, quel est votre rapport au scénario et à l'écriture ? Est-ce que est-ce que vous avez le même rapport au scénario que vous aviez quand vous étiez simplement scénariste, ou est-ce que le fait de passer à la mise en scène a complètement changé aussi votre rapport à cet outil qu'est le scénario ? Je ne comprends pas. Tu dis après que j'étais metteur en scène que mon rapport avec le scénario. Oui. Est-ce qu'il y a eu une différence entre les deux, justement, quand vous n'étiez que entre guillemets scénariste, est-ce que et comment j'ai changé, parce que oui. J'étais scénariste et je travaillais toujours pour être un metteur en scène, parce qu'à l'école, writer-director is what I wanted to be. Moi, je voulais être à la fois réalisateur et
scénariste. With the arrogance of youth, Et avec l'arrogance de la jeunesse, je pensais que j'étais Godard, tout simplement, et que je pouvais y arriver. Donc j'ai fait Last Year in Vietnam, un film de 12 minutes avec une bande de son française. Et j'avais vraiment mis la barre très haut en ce qui me concerne. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas juste mettre une caméra et mettre une voix off, ça ne marche pas comme ça. Mais quand ce premier film n'a pas très bien marché, Seizure, donc La Reine du Mal, je me suis remis à travailler, j'ai fait des petits boulots. Et il y a une société de films sportifs qui m'a donné un emploi. Alors c'était pour de la publicité à l'époque. J'avais besoin d'argent, un bon salaire, donc ça a marché pendant quelques années. Et puis ensuite, le premier film qui a bien marché, c'est celui avec Robert Bolt, qui travaille avec Fernando Guilla. Alors ils m'ont demandé de travailler parce que j'avais écrit un papier sur le kidnapping de Patty Hearst, comment le FBI avait réussi à s'infiltrer dans le gang. Et donc j'avais montré que c'était un kidnapping qui avait été monté de toutes pièces. Alors Bolt et Guilla ont tous les deux adoré le scénario. Et c'est là que on a travaillé sur ce scénario pendant des semaines. Et pour moi, ça a vraiment été une période pendant laquelle j'ai beaucoup appris. Robert travaillé sur Jivago, sur Laurence d'Arabie. Et travailler avec lui, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Il m'a trouvé un agent. Donc petit à petit, les choses commençaient à marcher. Même si à l'époque, les premiers scénarios que j'ai écrits ont été rejetés par les grands réalisateurs. Ensuite, je suis reparti à New York. J'ai eu encore du mal à trouver ma place pendant 1 an ou 2. Et puis ensuite, Platoon a bien marché. J'ai écrit donc le scénario. Le scénario a été acheté, mais ce n'a pas été réalisé tout de suite. Sidney Lumet et Al Pacino étaient censés produire et jouer dedans, respectivement. Ou pardon, le réaliser et jouer dedans, respectivement, mais ils ne l'ont pas fait, finalement, et l'ont trouvé trop réaliste. Et puis Al Pacino avait 36 ans, et ce n'était pas juste pour lui de jouer un jeune homme dans le film. Ensuite, on m'a demandé d'écrire le scénario pour Né, un 4 juillet, et là, une fois de plus, ça a été l'enfer. Billy Frick, à l'époque, qui avait fait L'Exorciste, était censé le réaliser. J'ai travaillé avec Billy, c'était très intéressant. Il était marié à Jeanne Moreau, donc c'était vraiment très intéressant pour moi de fréquenter ces gens-là à l'époque. Et puis Al Pacino, une fois de plus, était censé jouer dedans, ce qui aurait été une erreur avec le recul. Mais j'ai vu les répétitions et j'ai beaucoup appris des répétitions, de voir ce groupe d'acteurs répéter. Mais une fois de plus, ça ne s'est pas fait. Souvent, les films comme ça arrivent presque au niveau de la production et puis ça ne se fait pas. Et parfois, ça fend le cœur, c'est évident. Et puis ensuite, Midnight Express, là, on m'a demandé une fois plus d'écrire le scénario avec Peter Guber à Columbia. Et on m'a dit que j'allais travailler avec Alan Parker, ce qui était un désastre pour moi parce qu'il détestait les Américains. C'est toujours le cas d'ailleurs, je pense qu'il les déteste toujours. Et David Putnam aussi était sur le film. Mais les Britanniques sont parfois très anti-américains. Et c'était difficile de travailler avec quelqu'un qui avait cette mentalité. Mais finalement, j'y suis parvenu. Et puis Parker était très honnête. Il avait lu le scénariste. Ça m'a pris 6 semaines pour écrire la première version. Il a beaucoup aimé le scénario. Alors plutôt que de me virer, il a décidé d'acheter le scénario. Et il m'a remercié chaleureusement. Alors, j'ai jamais été invité à Cannes par son truchement, mais au moins il a fait le film. Et c'était un film avec un petit budget, mais qui a extrêmement bien marché. Et en France, c'était l'affiche pendant 3-4 ans aux Champs-Élysées. West Side Story, c'était pendant 10 ans. Et Midnight Express, c'était 6-7, 3 je sais plus, pendant longtemps en tout cas.
Et puis Billy Hayes, qui est au cœur de l'histoire, nous mentait à tous. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il avait réussi à sortir du hashish du Maroc. Et puis ensuite, il dit que 20 ans plus tard, il dit que c'était pas la première fois. Ça change toute l'histoire. Donc c'était difficile de réécrire l'histoire de la même manière. Il devenait beaucoup plus cynique. Il est aussi très gai. Il ne me l'a pas dit à l'époque. Tout ça, ça aurait évidemment empêché le film d'être fait. Mais bon, moi, je l'ai écrit d'un point de vue innocent, de quelqu'un qui avait besoin de gagner de l'argent. Moi, je me suis retrouvé en prison pour les mêmes raisons que lui. Donc, en quelque sorte, donc je comprends ce que c'est que d'être incarcéré. Et le système de justice turc était vraiment très mauvais. D'ailleurs, il a été condamné à perpétuité après avoir été condamné à 30 ans. Enfin, c'est très étrange tout ça. Mais bref, il a menti du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un personnage très étrange. Il était très fier de tout ça, très fier de la manière dont il a dupé tout le monde. Il avait dupé tout le monde. En tout cas, c'est un film qui a beaucoup marqué, les esprits. Ça vous met, j'allais dire, ça vous transforme en un scénariste très en vue et même sulfureux. Vous voyez, ce qui est même très décrié, très critiqué même pour Scarface, pour L'année du dragon avec Michael Cimino. C'est toujours des sujets où on vous tombe déjà dessus pour vous dire mais point de vue raciste, donc il y a déjà quelque chose qui se crée. Vous êtes entouré d'une aura déjà un peu sulfureuse à travers tous ces scénarios. Oui, absolument. Bon, on peut dire ça. Et puis si vous regardez toutes les critiques, il y en a vraiment qui étaient très très dures, où j'étais désigné comme le coupable de ce mauvais film, que j'étais un fasciste. Alors j'ai travaillé avec John Milius, certes, mais Conan le Barbare, c'est lui qui avait repris la suite. John, c'était un personnage hors norme qui me faisait beaucoup rire, mais on a des idées complètement différentes, une vision du monde différente. Cœur de Soleil, c'est lui son héros, celui qui a lancé la bombe sur Hiroshima, Nagasaki. Donc vraiment, on a deux visions du monde complètement différentes. Je n'ai pas vraiment su prospérer à l'époque. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de cocaïne à l'époque à Hollywood. C'est une drogue extrêmement destructive. Vous apprenez toujours de quelque chose. Voilà. Mais quand vous dites que vous apprenez et de votre vie, et c'est quand on découvre ensuite vos films de manière chronologique, on voit que vous apprenez systématiquement et vous utilisez le film précédent pour construire quelque chose dans le film d'après. C'est certainement vrai de tous les réalisateurs, mais c'est encore plus vrai chez vous. Par exemple, on vient de voir Né un 4 juillet. Et je sais que juste avant Né un 4 juillet, c'est le film qu'on a pu voir cet après-midi, Talk Radio. Donc c'est un huis clos pour ceux qui n'ont pas vu le film, dans un studio de radio. Donc pour tenir le spectateur en haleine pendant 1h30, 1h40, il faut inventer des choses visuellement, il faut le maintenir en haleine. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour vous dans votre mise en scène. Et vous l'avez fait aussi en pensant déjà à Né un 4 juillet. Et ça me refait revenir sur cette scène que l'on a vue tout à l'heure, cet extrait que l'on a vu, où ce qui m'intéresse, c'est aussi la mise en scène et la manière dont vous avez essayé de construire tout le film à hauteur de Rankovic, à hauteur de fauteuil, si j'ose dire. Et ça, on le voit très bien dans cette scène-là, et jusqu'au burlesque de la fin. Et donc ça, comment vous avancez film après film, et comment vous construisez un petit peu votre... Oui, mais enfin, le style évolue. Le style évolue. Il faut quand même s'adapter au fur et à mesure. Mais si je suis ici dans un fauteuil roulant et je ne vais pas en sortir, le premier tiers du film, effectivement, le personnage peut bouger. Puis ensuite, les deux tiers qui restent, ne peut plus bouger. Ce serait bien d'avoir des objectifs anamorphosés avec des rapports longueur-hauteur de 3 à 5. L'idée, c'est de, même dans un fauteuil roulant, on peut élargir le cadre tout en sentant la restriction qui est celle du personnage.
Alors, dans les pièces qui sont filmées, tout est à l'étroit. Donc, de toute façon, avec son fauteuil roulant, il est toujours confiné, engoncé, et les équipes ont été formidables. Mais Tom Cruise était parfait. Il allait rencontrer des anciens combattants, et il avait vraiment... Enfin, c'est un acteur qui travaillait très dur à l'époque. À l'époque, il se souciait beaucoup de son travail. Et le film a réussi parce que lui, il était gonflé à bloc. Moi, effectivement, je me débrouillais pas mal non plus, mais on avait un budget réduit sur trois durées, enfin filmé en 3 temps, aux Philippines, au Texas, et on a également tourné en Géorgie et à Washington, je me rappelle plus. Enfin, on s'est déplacé et on a dépensé 18 millions de dollars. Et puis, ils étaient furieux parce que ça aurait dû être 17 millions. Et bien, Tom Cruise a dit, bon, si vous arrêtez vos histoires, je ne ferai pas la promo, je ne ferai pas de marketing, que dalle. Et c'est grâce à lui qu'on a pu retourner d'ailleurs la dernière scène du film. Et Tom Cruise commençait à comprendre la production cinématographique. Il était en train de devenir producteur. C'est un film important dans sa carrière aussi. Hollywood a changé de point de vue sur Tom Cruise en tant qu'acteur à partir de Né un 4 juillet. Peut-être. Oui, Je suis pas sûr. I thought he was very good in Rain Man too. Moi, je crois qu'il était génial déjà dans Rain Man. Mais enfin, c'est un acteur qui travaille très dur, un vrai professionnel. Mais malheureusement, le succès est un ennemi. Si le succès est trop grand, peut-être que ça peut avoir des effets pervers. Mais si on voit en tout cas, vous parlez de la manière dont vous travaillez avec Tom Cruise et la direction d'acteurs et le choix des acteurs est très importante, évidemment, à travers tous vos films. Si on retrace un peu toute votre carrière, on peut refaire l'histoire du star system hollywoodien à travers tous les acteurs avec lesquels vous avez travaillé, parce qu'à chaque fois qu'il y a soit un jeune acteur qui monte, soit une star, ils sont là, ils sont dans vos films. I had no doubts about Tom Cruise. I really thought he could do it. Many people said I was. Moi, j'avais aucun doute sur Tom Cruise. Peut-être qu'il n'était pas encore considéré comme un acteur à part entière, mais moi, j'avais aucun doute sur lui. D'autres acteurs, Charlie Sheen, il était le personnage à choisir pour mes films. Mais Scorsese savait également choisir ses acteurs. De Niro, enfin, c'est lui qui les a repérés très tôt. Et si on arrive à travailler avec ces acteurs, on peut les garder sur le long terme. Charlie Sheen, je l'avais repris dans Wall Street parce que je pensais qu'il pouvait tenir ce personnage, mais dès Wall Street, déjà, il s'intéressait davantage aux femmes et à l'argent et moins à son travail d'acteur. C'était décevant de voir ce professionnel qui avait un peu laissé tomber le métier. Il voulait profiter de la vie. Bon, il en a profité d'une certaine façon, mais j'aurais aimé qu'il reste consciencieux parce que ça aurait été vraiment l'acteur de choix. Mais Non. Alors, il faut qu'on avance un petit peu parce que le temps presse, mais Oui. on a parlé là de mise en scène, de la manière dont j'ai l'impression, en tout cas pour Ron Kovic et pour d'autres, vous avez envie d'entrer dans la tête d'un personnage. Votre mise en scène épouse un petit peu les émotions de votre personnage principal. On a parlé d'acteurs avec lesquels vous avez travaillé, Tom Cruise ici, mais d'autres. Et on va voir un extrait. Là, je ne vous dis pas encore de quel film il s'agit, mais on va voir aussi un film dans lequel vous entrez dans la tête d'un personnage très spécial. Voilà. L'extrait est un tout petit peu plus long, mais justement pour qu'on puisse ensuite dire beaucoup de choses sur votre rapport à la mise en scène et à l'image et au montage. Voilà. Donc, on y va, extrait numéro 4. President Kennedy threatened to smash the CIA into 1,000 pieces. You could do the same. I'm not Jack Kennedy. Your agency is secure. Not if I give you all the cards. I promised the American people peace with honor in Southeast Asia. Now, that may take time, 2, maybe 3 years. But in the meantime, your agency will continue at current levels of funding. Current levels may not be sufficient. While the President will support a reasonable request for an increase. And me?
Of course, you will continue as DCI, Dick. You're doing a magnificent job. Of course, I accept. I'm flattered. And I want you to know that I serve only one president at a time. Yes. And you will give General Cushman full access. It could take a little time, but I'll order a search for your papers. Good. Alors, il s'agissait de Nixon, que vous réalisez en 1995. C'est extrait de la Director's Cut, qui fait 3h30, donc la version, un nouveau montage que vous avez fait de ce film. Alors, le revoyant, je trouve que c'est l'un de vos plus beaux films, vraiment, Nixon. Alors après, tout ça est subjectif, mais votre style, que vous arrive vraiment à une maturité folle, vos expérimentations en termes de narration, de montage, de collage, on voit que vous allez très très loin. Et cette séquence, on pourrait passer évidemment 4 heures à l'analyser, mais on n'a pas les 4 heures pour l'analyser, tellement il se dit de choses dans cette séquence. Ma première question, en partant de cet extrait, c'est il y a au tout début de Nixon, vous avez un carton où vous expliquez qu'il s'agit d'une interprétation dramatique, dramatic interpretation d'événements et de personnages fondés sur des sources publiques et qui constituent donc, dites-vous, un dossier historique incomplet, une incomplete historical record. Donc ça, c'est votre rapport d'abord à la vérité, j'allais dire, à la manière dont vous à partir de JFK, vous ne faites plus confiance, comment le dire de manière simple, à la vérité de l'image officielle. C'est-à-dire qu'il va vous falloir peut-être remplacer les images officielles par vos images à vous. Et est-ce que quand vous abordez Nixon, quand vous abordez JFK, mais est-ce que cette manière de complètement déconnecter par le montage, la narration, etc., est-ce que c'est quelque chose comment vous en êtes arrivé là, en fait? Comment vous en êtes arrivé à cette expérimentation folle, parfois, je veux dire dans le bon sens, par le montage, par ce qu'on a vu, les surimpressions, la manière dont vous faites parfois de faux raccords. L'esprit du spectateur est complètement bouleversé par tout ça. Vous savez, lorsque il est question de la CIA dans notre pays, l'histoire de la CIA maintenant a fait dans une grande partie documentée, une partie reste mystérieuse. Mais enfin, on est un peu dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et dans ce cadre-là, il faut faire appel à des techniques extraordinaires. On ne peut pas avoir une scène normale, entre guillemets, pour filmer la CIA. Ici, les deux Richard, Helms et Nixon, étaient enfoncés jusqu'au cou dans leurs propres obsessions. Helms était un directeur de la CIA, mais il était également associé au gang de Dallas. Il était lié aux assassinats et c'était quelqu'un qui connaissait tous les secrets. Il a menti tout le temps. D'ailleurs, il nous a également attaqués à propos et il a su nous attaquer. Mais enfin, disons que Richard Helms était la voix officielle de la CIA et évidemment, la CIA, comme nous le savons maintenant, était impliquée dans l'assassinat de Kennedy. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la scène qu'on a essayé de reconstituer, mais enfin, on en arrive au Watergate où le président Nixon a essayé d'étouffer toutes les preuves de ces tentatives d'assassinat sur Castro. Il y avait peut-être une vingtaine de tentatives. Nixon avait été vice-président à l'époque. C'était son opération. C'était lui qui a signé l'ordre de ces opérations de la Maison-Blanche pour exécuter Castro et qui faisait intervenir donc des gangsters et donc des gens comme Johnny Roselli et Sam Giancana. Bon, alors, je ne me rappelle pas les détails, mais enfin, il y avait
des marchés conclus, et en même temps, Nixon concluait des marchés avec la CIA, parce que la CIA et la Maison-Blanche n'avaient pas toujours les mêmes intérêts. Toujours est-il qu'on voit comment on voit l'État profond fonctionne. Maintenant, c'est Trump qui l'incarne. C'était pas facile à l'époque pour le président d'avoir la main sur le Pentagone. Vous avez des budgets qui chaque année augmentaient. Et le président, comme Jimmy Carter s'en est rendu compte, a très peu de pouvoir finalement par rapport à tout cela. Et le président Nixon est allé voir la CIA pour essayer de justement reprendre la main sur la CIA aussi. Et la signe continue, elle est lourde d'implications. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que chef d'opération contre Cuba, le vice-président Nixon est en contravention de la loi, et Helms le savait, puisque c'était une tentative d'assassinat qui était illégale. En fait, ceci n'est apparu que lorsque, à peu près à l'époque où le film est sorti dans les années 70, on ne le savait pas encore parce que Nixon était impliqué jusqu'au cou dans les tentatives d'assassinat contre Castro, et la baie des cochons, évidemment, c'est une opération importante qui avait échoué, et Kennedy, en tant que président, a décidé que la CIA, l'ayant trompé, allait être abandonnée sur ce dossier. Et justement, les troupes envoyées par la CIA s'attendaient à être sauvées à la dernière minute, et bien Kennedy n'a pas autorisé. C'est comme ça que les soldats américains de la baie des cochons, enfin plutôt les mercenaires, n'ont pas été sauvés. Kennedy a viré les trois premiers de la CIA, et Helms était le numéro 4. Alors, je ne sais pas si Helms est encore en vie, mais il a été nommé ambassadeur d'Iran dans une espèce d'échange. C'est-à-dire, voilà, tu t'en vas des États-Unis, tu vas en Iran, tu peux gagner plein de sous en tant qu'ambassadeur, parce qu'il y a beaucoup de marchés signés avec l'Iran. À l'époque, on travaillait avec l'Iran. Comme vous le savez, il y avait l'espèce de Iron Gate. C'est une période compliquée. Mais sur la forme que vous donnez, sur le montage il y a quelque chose que vous expérimentez qui est très fort. J'aimerais qu'on voit juste, ce sont des images fixes, donc on peut donc passer l'image 1. Vous allez voir juste, oh là je perds mes notes, je perds tout, mais merci. Voilà, regardez juste, moi je vous ai fait une petite impression en plus pour que pas besoin de vous retourner. Donc ça, c'est des images qui, c'est avant l'arrivée de Nixon dans ce bureau de la CIA, donc on les voit là à l'écran. Et donc il y a plusieurs fois où il y a des rimes comme ça entre le visage de Sam Waterston à la fin de la séquence se transforme quasiment en visage de monstre avec des yeux comme ça. Donc il y a des rimes comme ça successives. On peut passer aux images suivantes, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est avant l'arrivée, donc ça c'est un montage, c'est vraiment plan par plan. Donc on voit l'arrivée au bureau, plan là-dessus, plan sur image d'archives. Donc vous mélangez tous les supports, de manière très rapide. Est-ce qu'on peut encore avancer? Là, il y a l'image suivante, s'il vous plaît. Et là, avant l'entrée dans le bureau, on a des plans qui arrivent comme ça, des plans de fleurs. On ne sait pas, mais ça sort de nulle part. On va comprendre évidemment ensuite, parce qu'il y a les fleurs dans le bureau, etc., et vous allez jouer dessus. Donc comment vous en arrivez à cette expérimentation dans les années 90, on n'est plus dans un récit classique. Quelqu'un qui est dans la salle, peut-être, je crois, Pierre Berthaumieux, qui a écrit de très belles pages sur l'influence aussi sur on va dire, du formalisme russe, Eisenstein, etc., du montage sur même si c'est inconscient, en tout cas c'est là. Moi, je dirais aussi qu'il y a une influence, peut-être vous parliez de Lord Jim, donc de la littérature aussi, parce que Lord Jim est construit comme ça, ce que Conrad appelait la vision oblique. C'est vraiment, il mélange toutes les temporalités, etc. Donc ça, c'est difficile d'en parler comme ça, mais c'est quelque chose qui est très fort chez vous, votre formalisme. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, je sais.
D'abord, j'ai eu de la chance d'avoir Anthony Hopkins, dont la seule présence suggère la complexité. On voit qu'il souffre dans son expression. Nixon était un personnage, et Hopkins est lui-même un acteur très complexe. Tout semble être contradictoire. Au sujet de Nixon, il avait l'air toujours malheureux. Il faisait semblant de l'être, il vous serrait la main et tout cela. Mais il était mal à l'aise. C'était un homme tourmenté, c'était une âme en peine, et on le voit dans tout le film. Et Nixon ne peut pas se débarrasser de son passé, ne peut pas détruire ses secrets. Ce qu'il a fait peut être découvert. Sa femme lui dit à un moment donné, ils savent qui tu es, Richard, tu ne peux pas cacher qui tu es. Tu es tellement laid que ça se voit, ça saute aux yeux. C'est Joan Allen qui joue la femme de Nixon. Et là, ici, on voit que son passé le rattrape. Et il y a quelqu'un qui connaît bien son passé et qu'il est embourbé jusqu'au cou. Il est dans la merde jusqu'au cou. Et dans Kennedy, alors on ne dit pas que la CIA a été associée, on ne le voit pas tout de suite, mais on voit qu'il y a des secrets qui lient Nixon à la baie des cochons. Et je crois qu'il y a 18 minutes qui manquent dans les enregistrements de la Maison-Blanche de Nixon. Et on pense que c'était sur la baie des cochons qu'il avait lancé cette opération avec Dulles. Et évidemment, quand on commence à mettre le nez là-dedans, c'est vraiment la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et puis ensuite, on découvre que ces minutes manquantes des enregistrements de la Maison-Blanche, il y avait l'élection de 1968, quand Nixon et Johnson... Nixon était un traître et il a conclu un marché. Johnson était président, il voulait pour parler de paix avec le Vietnam Nord, avec le Nord-Vietnam. Ces négociations avaient lieu secrètement. Et Nixon, à travers la veuve de Claire Chenoweth, qui était très proche de la hiérarchie, a dit au président Thieu, lui disant de ne pas accepter la proposition de paix de Johnson. C'était une trahison. Johnson l'a découvert, il savait que Nixon l'avait trahi, mais il n'a pas pu le révéler en public. Et alors, c'est finalement le New York Times qui a mis du temps à le dire, mais déjà dans les années 60, on connaissait cette histoire. Donc tout ce qu'il avait fait, que ce soit la baie des cochons, et là il était associé à cette affaire, soit cette élection, Nixon avait les mains sales, il était corrompu jusqu'à la moelle et il était toujours en train de fuir son passé. Donc c'était une situation dramatique à mettre en œuvre et d'avoir un acteur tel que Hopkins pour le faire. Il y avait Helms, il y avait J. Edgar Hoover également. Hoover au FBI qui connaissait les secrets de Nixon. Et là, il avait toujours travaillé avec lui. Mais Washington est rempli de fantômes et les fleurs sont celles de James Angleton, qui était James Angleton aimait les orchidées et il était numéro 2 à la CIA. C'était le contre-espionnage. Donc là, lui, c'était vraiment un monstre et il adorait les orchidées. Bon, et j'ai repris cela pour dire que les orchidées dégagent une espèce d'aura du mal. Le parfum des orchidées est associé aux enterrements. Alors pour entrer dans la tête de Nixon, il faut du temps et le film dure plus de 3 heures. Et on s'en est pas mal sorti pour cette espèce de métaphore du règne de Nixon qui était véritablement un règne malade. Mais lorsqu'on voit où en sont les États-Unis aujourd'hui, c'est encore pire. Par rapport à Trump, Nixon semble être un réformateur. Enfin, c'est incroyable comment... Vous ne pourriez pas faire ce genre de film sur Trump parce qu'il est déjà trop... Il parle de faire un accord avec la Chine et Helms lui dit mais pourquoi faire ça? Helms c'est tout, parce que ça, Kissinger avait proposé cette rencontre avec la Chine, mais en fait c'était en fait de la part de Nixon une très bonne idée qui lui a permis de faire
faire de meilleures choses. Et en fait, il traite avec la Chine et la Russie en même temps. Enfin, c'est des histoires intéressantes. Mais je crois que le public va se perdre un petit peu là-dedans. Mais je vous invite vraiment à voir Nixon. C'est un film assez étonnant parce que d'abord la prestation de Hopkins, de Jones et Sam Waterston, il est absolument formidable. Dans la première version, j'avais enlevé la scène parce qu'elle était trop longue, mais ça m'a brisé le cœur. Donc, pour avancer, c'est vrai qu'il y a donc tout votre travail sur le collage, sur le montage, qui fait que l'image devient quelque chose dont on doute. Vous voulez que le spectateur se rende compte qu'il est en train de regarder un film et que ce n'est pas la vérité. Et je voudrais juste qu'on voit une autre, très rapidement, l'image numéro 5, pour vous donner votre... Voilà. Qui est tirée de W, simplement. C'est le moment où... évidemment, il y a, on sort Saddam Hussein, etc., de Bagdad, et le moment où on tire la statue, la fameuse statue. Et là, j'aime beaucoup ce plan, parce qu'il y a beaucoup aussi de votre cinéma. C'est le rapport, voilà, c'est votre rapport aux images, et aux images d'archives, aux images et à la manière dont vous travaillez le mensonge, la falsification, etc. Il y a une phrase du père, juste après, qui dit « Ils ont eu la statue, mais il faut maintenant attraper l'homme ». Et je trouve que ce rapport de Bush à une simple image dit beaucoup aussi du rapport que l'on peut avoir aujourd'hui à la réalité, et dit beaucoup aussi de votre cinéma, qui essaye systématiquement d'aller chercher les images que l'on nous donne, mais que vous voulez en proposer d'autres, et parfois c'est ce qu'on vous reproche. Yes. Et c'est ça votre technique de pionner. Mais on m'a critiqué, mais dans le film Nixon, on a dit qu'il avait été, que je l'avais, qu'il disait jamais de gros mots, mais en entendant les enregistrements, on voit justement, son discours était émaillé de grossièreté. Je sais pas, les gens ont une image d'Épinal des États-Unis. C'est comme Spielberg avec The Post. C'est ridicule de dire que Katharine Graham était une héroïne. Enfin, absolument pas. C'était une femme extrêmement conservatrice qui était constamment en train de faire la promotion de la guerre du Vietnam. Elle a voulu étouffer le scandale Iran-Contra parce qu'elle avait peur que cela entraîne la ruine du pays. Et puis, c'est elle qui a lancé la campagne de 2004 contre l'Irak. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros mensonge. Et The Post, le film The Post de Spielberg, perpétue le mythe d'une conduite exemplaire ou responsable, ce qui n'était pas du tout le cas. Et quelle différence vous faites entre quand vous travaillez le documentaire ou la fiction? Vous n'appelez pas ça des fictions, parce que la frontière est toujours très mince. Est-ce que vous pouvez faire une même... L'autre histoire de l'Amérique, c'est du documentaire. Hein. Allez voir le chapitre 6 sur l'assassinat de Kennedy. C'est à vous de voir. On vous présente les faits et il n'y a pas d'interprétation. On voit ce qui s'est passé avant l'assassinat. On essaie de voir qui étaient les adversaires de Kennedy et c'est à vous de tirer les conclusions. Alors que dans le film, on essaie de relier les différents points. Mais quel est votre rapport à la vérité des faits? À la vérité Quand vous faites un documentaire, est-ce que vous pouvez avoir la même liberté? Moi, j'adore la vérité. J'adore la vérité. C'est nécessaire de trouver la vérité le plus que c'est possible dans votre vie. And that's what searching for. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de garder la trace de la vérité. C'est pour ça que Puisque là, vous faites une interprétation dans vos fictions. J'écris un journal intime. Et dans un journal intime, il faut être honnête avec soi-même, il faut être sincère. Quelquefois, c'est presque gênant. Et on arrive, la vérité, on la recherche, mais quelquefois, c'est une illusion. On regarde dans la glace, on voit quelque chose de mieux que la vérité. Et le cinéma nous offre le luxe de revoir des choses que l'on a vues autrefois. On se dit que le passé était meilleur qu'aujourd'hui. L'autre jour, vous m'avez brisé le cœur avec la copie de The Doors qui était de tellement mauvaise qualité.
les images, la couleur était perdue, mais c'était moi qui étais peut-être trop, disons, obsessionnel, toujours en train de chercher la vérité telle qu'elle était. Sur W, ça m'a permis de me détendre un peu, hein, de rigoler même un peu. Il y avait un sens de l'humour. Enfin, c'était le président W qui était incapable de penser en 3 dimensions. Et quand vous faites un documentaire et que vous allez converser avec Vladimir Poutine, vous ne faites pas une fiction, mais quel est votre rapport à ça? Parce qu'on vous a, comme toujours, reproché, certains vous ont reproché d'être fasciné par Poutine, par sa figure, par cette figure de pouvoir. Donc qu'est-ce que vous choisissez le documentaire et vous avez... Aux États-Unis, on m'a accusé de prendre tout ce qu'il disait pour argent comptant, comme si j'avais été berné, comme si j'avais pas tout vérifié. J'avais tout lu, au contraire, mais je lui donnais l'occasion de se défendre. Et c'était lui qui pouvait présenter sa position. Personne ne l'écoute. Enfin, les États-Unis le rejettent d'un revers de main. Et on le cite hors contexte dans un domaine extrêmement complexe. Et là, je crois que le journalisme ne fait rien de bon pour notre journal, pour notre pays, en caricaturant les choses. On est en train de jeter les bases d'une nouvelle guerre froide avec la Russie qui pourrait devenir très vite une guerre explosive. Et ça, vraiment, le journalisme ne fait pas son travail. C'est moi qui donne à Poutine l'occasion de s'exprimer. C'est pas un débat, hein, c'est lui qui s'explique, qui explique l'Ukraine de son point de vue, qui explique la Syrie de son point de vue. Sur l'OTAN, il s'exprime très clairement encore. En tout cas, encore une fois, son point de vue à lui, qu'il faut pouvoir écouter. Notamment le rejet du traité SALT de limitation des armements que Bush avait décidé d'abroger. Il en a parlé. Il a parlé également très fermement sur les États-Unis, parce que les États-Unis ont rompu tous les accords qu'ils avaient conclus, et notamment avec Gorbatchev, parce que Gorbatchev n'avait pas de traces écrites. Mais ça, les Américains ne veulent pas l'entendre. Quand vous faites ce film, c'est pour les Américains? Quand vous faites ce film sur Poutine, c'est pour expliquer au peuple américain qui est Poutine? Ça passait sur Showtime. On voulait donc, on visait le téléspectateur américain pour qu'il comprenne un petit peu mieux ce qui se passait, ou comprenne un petit peu mieux la Russie et les affaires russes. Mais effectivement, c'est un documentaire dans la mesure où on n'interprète pas ce que dit Poutine. Je lui pose des questions, certes, mais c'est... Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Je ne vois pas. J'aurais pu ne pas le laisser parler. Effectivement, les journalistes américains sont très grossiers. Ils coupent la parole ou répètent à leurs invités. Ils répètent toujours les mêmes questions. Il semblerait qu'il faut être hostile pour avoir, si vous voulez, la bénédiction de la presse américaine. Pour moi, c'était il m'a respecté en tant que réalisateur. Moi, je l'ai respecté en tant que chef d'État, ni plus ni moins. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de montrer le dernier extrait. Il y avait encore plusieurs extraits, notamment de Snowden. Mais on va peut-être, je vais passer la parole à la salle. On a très peu de temps. Peut-être, alors, on peut avoir une ou deux questions alors tout de suite ici. Donc, je passe la parole Donc, vous pouvez poser votre question en français et en anglais, si vous voulez, si ça va plus vite. Mais logiquement, il y a la traduction. Je vais donner mon micro, ça ira plus vite. Hop. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Stone. Je suis moi-même, je m'appelle Simon, je suis un jeune cinéaste en herbe. Français, ok, je vais essayer en français. Je vais essayer en français. En fait, mon question, c'est plutôt sur le sujet de guerre et cinéma. En fait, vous voyez maintenant que Irak, c'est plus long que Vietnam, et déjà il y a des rumeurs de paroles sur la guerre avec Russes. Donc moi je veux savoir quel est votre... parce que vous êtes dans le domaine du cinéma depuis longtemps, et Hollywood aussi. Donc les sortes des films qui sortent maintenant sont plutôt comme American Sniper et Zero Dark Thirty, qui sont des films de propagande, en fait. Oui, ce sont des films très patriotiques pro-américains. Donc, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que sont vos pensées sur les États maintenant en Hollywood par rapport à la guerre et tout ça, et qu'est-ce que vous pensez peut
arriver dans l'avenir? Comment on peut changer ça? Comment changer? J'aimerais le savoir. Depuis 2001, les États-Unis ont glissé de plus en plus vers la droite, voire l'extrême droite. Les films sont beaucoup plus Hollywood en particulier est devenu un soutien inconditionnel du Pentagone, de la CIA. D'ailleurs, la CIA a des bureaux à Hollywood parce que ouvertement, déjà dans les années 50, le Pentagone, la CIA avait eu, pendant la guerre froide, une influence sur le cinéma. Et puis ensuite, il y avait des films qui commençaient à parler contre la CIA par la suite. Il y avait Argo, il y avait Alias, la série télévisée, il y avait Homeland, tout ça maintenant, c'est des séries, des films pro-CIA. Mais par contre, en échange, le Pentagone ou la CIA ne vous prêteront aucun armement, aucun avion ni rien si le scénario n'est pas à 100% pour l'armée américaine. Mais là, ils ont carrément des bureaux sur place. Ils ont essayé d'aider Michael Bay dans le film Pearl Harbor parce que c'était un film à nouveau pro-américain. Mais le film sur la Somalie, dès qu'un Américain meurt, il faut qu'il y ait 43 Africains qui meurent aussi. Même sur le film sur la Libye fait par Michael Bay, c'était une grosse plaisanterie. Il n'y a que 3 Américains qui meurent. On réécrit l'histoire, c'est-à-dire que on se fait exploser, mais les Américains sont des Superman, ils arrivent à survivre même si on les explose. C'est ridicule, mais on fait croire ça aux spectateurs, aux gamins, et alors que c'est pas ça la vie, c'est pas ça la guerre. Les Américains meurent comme les autres, et ils ont, ça n'est pas du métal qui coule dans leurs veines. Hein, American Sniper a gagné beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit, non, vous avez un sniper qui arrive à tuer 158 Irakiens, mais il s'en fout éperdument parce que c'est l'ennemi, femme ou enfant, il s'en moque parce que ces hommes, c'est l'ennemi. Mais quand lui, sa propre vie s'effondre, donc tout s'effondre. Alors, c'est quand même incroyable que on ne se dit à aucun moment que l'autre est également un être humain. Alors, Hurt Locker, qui a eu un Oscar aussi. Avatar, d'ailleurs, avait fait la même année. Et David Cameron, même s'il le nie parce qu'il est canadien et ne veut pas avoir d'histoire, mais Cameron a été brillant. Il nous a montré l'Empire américain dans toute sa férocité, qui colonise l'espace, qui amène ses armes dans l'espace. Et d'ailleurs, les Américains ne veulent pas signer le traité sur l'espace avec la Russie ou la Chine. Reagan voulait d'un tel traité. Il y a toutes ces histoires de bouclier spatial, là, mais qui ne tient pas la route, d'ailleurs. Ça coûte une fortune, mais ça ne marche même pas. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Nous sommes sécurisés de manière complètement folle. Et l'autre jour, c'est James Mattis, qui est donc le ministre de la Défense, qui a tout d'un coup annoncé, enfin, il y a une semaine ou deux, qu'on avait de nouvelles priorités par rapport aux menaces, menaces nucléaires, la posture de la menace nucléaire. Donc, on s'occupe plus du terrorisme, c'est plus l'ennemi numéro 1. Ça, c'était la devise pendant des années. Maintenant, selon Mattis, c'est la rivalité inter-État, c'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Iran. Voilà, ça, c'est les ennemis numéro 1 des États-Unis. Et il rigole pas. Et il dit que la chose la plus dangereuse qui est passée ces dernières années, c'est les réductions du budget. Pour lui, c'est ça la grosse catastrophe. On parle de toute petite coupe de rien du tout en plus. Parce que le budget, c'est quoi, 700 milliards de dollars chaque année. Et ça, c'est les opérations militaires officielles. Tout ce qui est secret, on n'en parle pas. Et ils ont carte blanche, on leur donne tout l'argent qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le complexe militaro-industriel dans toute sa splendeur. Comme le disait Nick Cave, c'est le bonheur militaro-industriel. Peut-être une question, oui, ici. Allez-y, si vous avez un micro. Argo. À propos, Argo, c'était un autre film sur la CIA, pour la CIA. Au milieu, là. Et après, d'accord. Good evening. I wish we'd make a picture about Charles de Gaulle fighting the CIA. It'd be great. I'd love to see that. Ce serait pas mal de faire un film sur Charles de Gaulle
qui lutte contre la CIA. Ce serait bien de faire un film sur De Gaulle à l'époque, comment lui, il a affronté l'OTAN. De Gaulle a sorti la France de l'OTAN, les gens l'oublient, mais on peut être indépendant. Enfin, autrefois, ça existait l'indépendance. John Foster Dulles, il disait que la neutralité des pays tiers était immorale. Une question. Bonsoir, Monsieur Stone. Je m'appelle Zanzekria. Je suis réfugié syrien. Et je voudrais vous poser une question. Comment trouver, lorsque vous faites un film, comment trouver l'équilibre entre les besoins du message et les besoins de l'histoire, de la narration. Dans W, vous vouliez, enfin, c'est le George W. qui voulait faire un cadeau à son père. Alors, sur le plan historique, c'était quand même plus compliqué que ça. Comment trouvez-vous le juste équilibre? Comment évitez-vous que les besoins de la fiction commencent à corrompre les besoins de vérité dans l'histoire? Vous avez des personnages en 3 dimensions. Alors, si j'ai bien compris, monsieur est un réfugié qui nous vient de Syrie. Oui. Et il vous pose la question sur le pourquoi avez-vous besoin, notamment, on en parlait tout à l'heure, sur W en particulier, d'ajouter du storytelling, c'est-à-dire de la dramatisation. Et c'était des précautions qu'on prenait, c'est vrai, avec Nixon, en disant que c'était une dramatisation, vraiment, une interprétation. Donc, votre question, c'est pourquoi tant de liberté? C'est ça, la différence entre le storytelling et le comment dire le. My English is better than my French. That's why I'm speaking. Oui, je me suis exprimé en anglais parce que mon français est moins bon. Howard Zinn disait que quand on voit le film Nixon, qui est l'un de mes films favoris, on se dit que si sa maman l'avait mieux aimé, il n'aurait pas fait toutes ces choses. Moi, je suis pas d'accord avec cette analyse. D'ailleurs, le film ne le dit pas. Et le film ne le dit pas, d'ailleurs. Non, moi, je connaissais monsieur... Mais qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il savait de l'amour de la maman de Nixon pour son fils? Mon film Alexander parlait de relations entre un enfant et ses parents. Non, mais... comment savons-nous que George W. Bush n'était pas influencé par son père? Mais si, justement, il l'était. Mais oui, il l'était, mais sur le plan historique, les choses sont plus complexes. Mais bien sûr, il y a 53 livres sur Nixon. Et, un film est obligé de faire ses choix, de s'en tenir à ses paramètres. On a couvert pas mal de choses avec Nixon. Dans le film W, on voit le conseiller de sécurité de Nixon qui intervient, et à la fin de W, le père revient en fantôme pour lui faire la leçon. Mais George Bush, après le 11 septembre, était obsédé par l'Irak. Oui, mais comment se fait-il? Non, je suis d'accord avec votre analyse. Je crois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Bush et Assad, curieusement. Pourquoi? Parce que Bachar al-Assad était également le deuxième fils, qui n'était pas le fils favori. Il veut essayer de prouver quelque chose. Non, là, vous coupez les cheveux en 4 ici. Là, il faut regarder, avoir une vue d'ensemble. Mais enfin, bon, c'était une question sur l'art et le métier. Je me suis peut-être mal exprimé. Non, c'était une bonne question. La scène sur la sécurité nationale, on dit pourquoi 7 pays doivent être éliminés, l'Irak, l'Iran étant la cible définitive, et la plus grosse cible, c'est l'Iran. Les États-Unis sont allés en Syrie, en Libye, en Irak, et bon, sans parler du Liban. Donc, le rêve néoconservateur s'est exaucé ou s'est réalisé au Moyen-Orient. Et maintenant, la Turquie essaye de chasser les Kurdes, et l'Amérique, là-dedans, a fait d'énormes erreurs, mais surtout en mettant le nez dans cette histoire. C'était George Bush père, en 1992, qui a tout déclenché. Parce que lorsque Lyndon Johnson est allé au Vietnam en 1965, tout le monde
à hurler parce que c'était de la folie d'envoyer 500 000 hommes au Vietnam. On n'avait jamais fait ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était comme la guerre de Troie qui n'en finissait pas. Qu'est-ce qu'avait fait Bush en 1992? Il a menti sur ce qui s'était passé au Koweït. Il a fait semblant qu'il y avait une menace pour l'Arabie saoudite et il a envoyé plus de 500 000 hommes, lui, au Moyen-Orient. Dans les intérêts des États-Unis. Et ça, c'était une erreur fondamentale. Et on n'est jamais sorti de ce bourbier. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Ben Laden a dit qu'il avait fait l'attaque du 11 septembre, c'est l'intervention américaine. Let's move on. Thank you. Donc une dernière question, je suis désolé, mais on est à court. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Stone. Alors, j'ai une question. Cate Blanchett, à Davos, a parlé de mettre plus en lumière les réfugiés par le documentaire. Donc, c'est une question et une suggestion. Est-ce que vous avez l'intention de faire un documentaire, puisque vous êtes très, très fort aussi dans le storytelling, sur les réfugiés, et y inclure Cate Blanchett? Et l'autre demi-question, c'est quand allez-vous ouvrir une maison de production en France? Alors là, la question, c'était est-ce que vous pensez réaliser un documentaire autour de la question des migrants et des réfugiés, puisque vous êtes très fort en documentaire et en storytelling. Et la question suivante, c'était est-ce que vous allez ouvrir une maison de production en France, pour travailler en France? Oui. Je ne crois pas, il n'y a pas assez de temps de ma vie. En Amérique, il ne fait plus de cinéma, c'est foutu, c'est tellement corporate. You know, you got to make a deal with this TV. Il faut faire de la télé, enfin, c'est très très compliqué. On ne peut pas critiquer l'Amérique au cinéma. Je ne sais pas si c'est facile pour moi, c'est même possible pour moi de travailler dans ce climat. Écoute, moi, il faut que je fasse pipi. Alors, d'accord. Vous m'excusez parce que c'est très difficile d'être assis là. On peut conclure par ça. Hein, enfin. Merci.